On va passer à la présentation donc, générale de l'appel à projet Animera 2. Donc, pour rappel, cet appel à projet il s'inscrit dans la continuité de l'appel à projet Animera 1 qui s'est donc clôturé en 2025 et il en conserve globalement les mêmes objectifs et critères que je vais vous présenter, à commencer par les critères d'éligibilité. Donc, les projets qui seront soumis à cet appel à projet devront obligatoirement répondre à 6 critères d'éligibilité pour pouvoir être financés. Le premier est qu'ils doivent être portés par une structure publique ou privée possédant une personnalité morale et un objet social compatible avec son projet. Donc, en d'autres termes, il faut que la structure chef de file soit compétente en fait, dans le domaine du projet qu'elle propose et qu'elle ait les moyens donc, humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. Et pour information, les structures porteuses peuvent être de différents types. Ça peut être des associations, organismes de recherche, syndicats, ONVAR, fondations. En fait, il n'y a pas de restriction particulière à ce sujet. Le deuxième critère est que le projet doit faire le lien entre les enjeux agricoles et ruraux. Donc, à titre d'exemple, il est possible de faire collaborer des acteurs de ces deux sphères ou croiser des enjeux de ces deux mondes, par exemple. Vous trouverez d'ailleurs sur notre site, en fait, notre dernière revue hors série, il y a une présentation des projets qui ont été financés durant le premier appel à projet. Et ce critère était déjà existant. Ça peut vous donner un exemple de projets qui ont donc fait le lien entre les enjeux agricoles et les enjeux ruraux. Ensuite, le troisième critère est qu'il faut que votre projet soit partenarial. Il faut que ce soit un projet multipartenarial incluant des acteurs locaux pour ne pas construire des projets trop hors sol et incluant, si possible, des communautés donc pertinentes de notre réseau. On a les groupes d'action locaux leaders, les groupes opérationnels PUI ou les réseaux régionaux, par exemple. Le partenariat, il devrait être porté par une structure chef de file qui répond donc aux premiers critères exposés juste précédemment. Et ce partenariat, c'est vraiment donc, le fil rouge du projet. Les partenaires collaborent tout au long du projet, tout au long des phases et pour l'ensemble des livrables qui doivent être réalisés. Ensuite, le quatrième critère, c'est que les projets proposés devront agir à une échelle interrégionale, nationale et ou européenne. L'objectif, c'est que les projets créent des dynamiques structurantes à l'échelle nationale, notamment, c'est l'échelle d'action de notre réseau. Et il est important que ces projets fassent dialoguer les différentes échelles, donc de l'échelle régionale, nationale à l'échelle européenne, comme le fait en fait le RNAR dans ses missions, avec effectivement une exception pour les projets issus des départements et régions d'outre-mer, avec lesquels nous serons moins exigeants pour ce critère au vu de, bien sûr, de leur contexte géographique. Et le cinquième critère, c'est une des nouveautés pour Animera 2 par rapport au premier appel à projet, c'est que les projets doivent intégrer une action de mise en pratique et de diffusion qui se matérialise donc, durant les phases 2 et 3 qui vont être présentées par la suite. En fait, ce qu'on souhaite, c'est financer des projets inspirants et reproductibles qui sont donc bien documentés, qui prévoient des actions de communication et d'expérimentation bien construites. Et enfin, le nouvel appel à projet, comme le précédent, vise à soutenir des projets qui s'inscrivent dans la stratégie d'intervention du PSN, donc du plan stratégique national. Il est important que vos projets participent à l'atteinte d'un ou plusieurs des objectifs de ce plan en répondant à au moins à un objectif spécifique de 2 grands axes du PSN. Je vous ai remis le schéma du PSN pour rappel les 3 grands axes. Donc le premier, c'est favoriser le développement d'un secteur agricole innovant, résilient et diversifié, garantissant la sécurité alimentaire. Le deuxième, renforcer la protection de l'environnement et l'action pour le climat afin de contribuer aux objectifs de l'Union européenne. Et enfin, renforcer et consolider le tissu socio-économique des zones rurales. Tout cela est bien sûr accessible en ligne et il y a une documentation assez fournie sur le sujet si vous souhaitez des informations complémentaires. Donc voilà pour les critères d'éligibilité. Je passe ensuite à une autre nouveauté de cet appel à projet, donc en comparaison du premier, qui est le découpage en phases. Donc votre projet devra se structurer en 3 phases distinctes. La première phase, c'est une étape exploratoire, donc consacrée à l'étude du contexte.
Elle vise simplement à faire un état des lieux autour du sujet traité, poser les bases et réaliser un panorama des initiatives similaires existantes. Cette phase, elle permettra notamment d'identifier et de rencontrer les acteurs locaux et de mieux comprendre donc, le territoire sur lequel vous souhaitez expérimenter, mettre en place votre projet. Ce qui m'amène donc à la seconde phase, qui est celle du passage à l'action avec l'expérimentation et l'implémentation du projet sur le terrain. Donc cette phase, elle représente une phase de concrétisation des actions prévues et du suivi opérationnel de ces actions. Et enfin, la dernière phase, c'est celle de la communication, la valorisation et l'essaimage. En fait, elle permet de rendre compte du travail accompli, d'assurer son partage auprès des porteurs de projets et des territoires intéressés donc, de votre projet. Donc voilà les 3 phases qui se dérouleront donc sur 34 mois à partir de mars. Vous pouvez décider librement de la durée de chacune d'entre elles. Et au terme de chacune de ces phases, une demande de paiement pourra être réalisée avec l'envoi donc des livrables relatifs à chacune des phases, livrables que je vais vous présenter maintenant. Donc concernant les livrables, il y a des livrables obligatoires qui sont associés à chacune des phases. Donc pour la première phase, c'est une étude de contexte qui doit être transmise au RNAR, qui permettra de faire l'état des lieux des enjeux autour du sujet traité et du territoire choisi. Il y a également un événement de mise en réseau qui peut être organisé lors de cette phase ou lors de la seconde phase. Il a pour objectif en fait, de mobiliser les parties prenantes, d'amorcer une dynamique et de diffuser donc, les premières retombées du projet. Puis enfin, la dernière phase, il est attendu comme livrable obligatoire un rapport final ainsi qu'un événement de clôture. L'événement, il permettra de valoriser les résultats obtenus durant votre projet, de renforcer la dynamique créée et pourquoi pas d'envisager en fait, la suite du projet. Concernant le rapport final, il devrait être conçu comme une boîte à outils pour les acteurs intéressés par la ou les thématiques traitées pour favoriser en fait l'essaimage de votre projet. Il faudra donc veiller à ce qu'il soit diffusé largement pour maximiser la portée et l'utilité des travaux que vous aurez menés donc, tout au long du projet. Il y a également des livrables au choix qui peuvent être produits tout au long de ces 3 phases. Je ne vais pas toutes les lister, mais voilà, il y a toute une diversité. Ça peut être un jeu, ça peut être des vidéos explicatives, des podcasts, enfin, voilà, un guide méthodologique, plein de choses différentes. C'est assez libre également. En fait, ce qu'il faut, c'est que l'ensemble de ces livrables, l'ensemble de ces livrables soit en fait libre d'accès pour faciliter en fait le partage des bonnes pratiques entre tous les acteurs intéressés et que l'ensemble des livrables puissent être utilisés pour valoriser et animer le réseau, donc le réseau national agriculture et ruralité. Pour vous donner également des informations qui vous seront utiles peut-être un peu plus par la suite, si votre projet est sélectionné. Chaque livrable doit obligatoirement mentionner le RNAR et contenir tous les logos essentiels, notamment le logo donc, République française RNAR et le logo des financements européens FEADER. Les livrables devront être transmis au réseau pour validation en amont de leur diffusion. Et le réseau devra être impliqué tout au long du projet. Il doit être invité au temps fort, donc notamment aux réunions, à l'événement de mise en réseau dont j'ai parlé précédemment, ainsi qu'à l'événement de clôture, mais aussi aux réunions de copilotage pour que les réseaux puissent vous accompagner efficacement en fait, tout au long du projet. Bonjour, donc pour prendre la suite de Léane, je vais vous parler des parties budgétaire, de la partie également calendrier à la toute fin et de la partie candidature sur démarche simplifiée. Donc pour commencer sur le grand 4, donc la partie budgétaire, vous avez dû voir donc, que le RNAR proposait un financement sur 80% du projet présenté et que les 20% restants étaient au minimum, 20% restants minimum d'autofinancement ou de financement privé, ce qui inclut le fait que le projet ne peut pas être financé par ailleurs par des financements publics fléchés sur les livrables et les dépenses liées au projet.
Ce qui signifie également qu'une structure qui, par ailleurs, serait bénéficiaire de subventions publiques pour ses frais de fonctionnement et de gestion peut entrer ces financements-là dans son autofinancement. Donc ça, c'est pour la partie un peu répartition du budget pour le financement du projet. Comme vous avez pu le voir sur le graphique, le taux de financement du RNAR variera entre 150 000 € sur les 3 ans ou 900 000 €. Donc là, on parle bien des 80% de financement RNAR et sur une durée de 34 mois, comme Léane l'a indiqué juste avant. Sur la nature des dépenses éligibles, c'est les dépenses éligibles assez classiques sur les appels à projets, c'est-à-dire devis, factures, les dépenses de personnel. Les dépenses indirectes induites. Donc, quand on parle de dépenses indirectes induites, on parle des dépenses qui sont liées notamment à la partie un peu logistique, frais de chauffage, enfin les dépenses qui peuvent permettre de faire tenir le projet, mais qui ne sont pas des dépenses de personnel. Ensuite, on prend également en compte les prestations de services donc sur devis et sur facture. À noter quelques points d'attention sur ces dépenses éligibles. Premièrement, sur tout ce qui est dépenses sur devis, il y aura une obligation de la part des porteurs de projets de mettre en concurrence des prestataires au-delà de 2 000 € de dépenses sur devis. Donc la mise en concurrence, ça signifie qu'il faut demander au moins 3 devis à 3 prestataires différents et justifier cette mise en concurrence afin que l'ASP puisse ensuite contrôler que l'usage des fonds a été le mieux géré possible. Sur les recettes également, il y a des projets qui peuvent générer des recettes. Donc, justement, pas dans le cadre de cet appel à projet-là. Il n'y aura pas de recettes possibles pour les projets. Quand on parle de recettes, on parle potentiellement de billetterie liée à des événements, des séminaires, de vente de livrables finaux, de formations qui pourraient être mises en place par des porteurs de projets. Donc, toutes ces choses-là ne rentreront pas dans le cadre de l'appel à projet. Donc, les recettes ne sont pas comptabilisées dans l'appel à projet. Évidemment, l'ASP, donc, qui est l'organisme avec qui on travaillera sur l'instruction et le paiement des dossiers, se réserve le droit de faire des contrôles sur la partie caractère raisonnable des coûts liés au projet. Enfin, comme indiqué en bas de la diapo, les chefs de file seront en charge de répartir les subventions liées à toutes ces dépenses éligibles entre les différents partenaires du projet. Donc nous, on a une bonne relation uniquement avec le chef de file, en tout cas dans le cadre administratif. Après, dans le fond du projet, on pourrait participer à des copiles, etc., avoir des relations avec d'autres partenaires, mais dans le cadre administratif, nous sommes en relation qu'avec le chef de file qui lui répartit les subventions. Également sur les frais de personnel, à noter, puisqu'on parle de frais de personnel, donc d'emploi temps plein, de mission, etc., que nous ne prenons pas en charge les frais de personnel liés à des agents publics ou à des fonctionnaires, en tout cas payés par ailleurs. Par exemple, on pourrait avoir des projets avec des projets de recherche, de thèse, que sais-je, dans lesquels des chercheurs à l'université pourraient participer. On ne prendra pas en compte les heures de travail sur le projet de ces personnes-là, puisqu'elles sont déjà payées par ailleurs par une université ou par un organisme public. Et dernier point d'attention, si voilà, les nouveautés un peu de cet appel à projet par rapport à ce qui a pu être fait sur le dernier appel à projet Animera concerne les frais de mission et les dépenses indirectes. Les frais de mission représenteront, une enveloppe sera concernée par les frais de mission attribués concernant les frais de mission qui sera de 15% des dépenses de personnel, donc c'est un forfait. Et également pour les dépenses indirectes dont j'ai parlé juste avant, on aura 15% de forfait, donc forfaitaire, pour ces dépenses-là. Auparavant, c'était des dépenses qui étaient justifiées sur facture. Aujourd'hui, on est sur du forfait. Ce qui indique aussi que dans le calcul de votre demande, ça rentre bien en compte puisque les 15% ne bougent pas. C'est après à vous de voir en fonction de vos dépenses réelles comment vous vous inscrivez dedans. Sur la durée, également pour le paiement sur la durée de 34 mois, comme indiqué sur la slide, on a une demande de paiement par phase. Donc Léane a parlé des 3 phases et a également indiqué que les 3 phases n'avaient pas forcément besoin d'être découpées en durée similaire. Donc même si on est sur 3 ans, ça ne veut pas dire qu'on a une phase par an. Et une demande de paiement pourra être faite à la fin de chaque phase, ce qui signifie 3 demandes de paiement, mais 3 demandes de paiement qui s'échelonnent sur 34 mois,
pas forcément régulièrement. C'est en fonction de l'avancée de votre projet et ça sera différent pour chaque projet. Également, pareil sur la partie montant du paiement, ça dépend de la phase et de combien la phase a coûté. On n'est pas non plus sur des montants qui doivent être les mêmes à chaque fois. Sur la partie budgétaire, je pense que j'ai fait le tour de cette slide-là. Je vais parler de la partie candidature, puisque vous avez dû le... Ah oui, voilà. Donc ça, c'est toujours les dépenses de personnel que vous venez de voir. Il y a un tableau prévisionnel des dépenses. Donc comme vous pouvez constater, il y a des dépenses prévisionnelles. Donc là, c'est combien vous coûte votre projet en incluant bien les dépenses indirectes induites de 15%, les frais professionnels de 15%. Et après, sur la totalité de ce que vous coûtera en prévisionnel votre projet, le RNAR prend donc en charge jusqu'à 80%, ça peut être moins de 80% si vous avez le financement ou du financement privé qui va au-delà des 20%, donc jusqu'à 80%, et donc le calcul est fait sur cette base-là. Ça, c'est un tableau, c'est le tableau qu'on attend en termes de livrable pour la partie sélection des projets, la première partie sélection des projets. Ensuite, il y aura un tableau plus précis avec des demandes de devis, de fiches de paye, etc., pour aller plus loin dans le calcul de la subvention dans une seconde partie, une fois que le projet est lauréat et sur un autre outil. Mais ça, je vais vous en parler tout de suite, puisque je passe à la phase de candidature sur le projet, donc des modalités de sélection. Donc votre projet, une fois qu'il est éligible, c'est-à-dire une fois qu'il remplit les 5 critères dont Léane a parlé, et qu'on peut considérer qu'il passe devant le jury qu'on met en place dans la sélection des projets, on va regarder les modalités qui vont permettre d'avoir des projets lauréats. Donc évidemment, le fait d'avoir des dossiers complets et étayés, d'avoir la capacité, donc la structure, capacité à mener l'action, c'est-à-dire des projets qui sont aussi bien à la bonne taille, on va dire, par rapport aux structures et cette possibilité d'aller à terme du projet. Présenter un caractère pérenne au projet, lier les projets aux objectifs du PSN, 2 objectifs, ça il faudra bien le découper et l'expliquer dans le document que vous remplirez dans démarche simplifiée. Respecter les 3 phases expliquées par Léane. Avoir fait un choix de livrable pertinent, donc livrable obligatoire, c'est pas vraiment un choix, mais sur les livrables facultatifs, vous pouvez cocher des cases, et là, il faudra prendre des livrables qui nous semblent pertinents au regard du projet. Hein. Participer à une notion d'innovation technique, environnementale ou sociale, donc ça, ce sera également à vous de montrer, on pense notamment aux questions de ESS, etc., qui sont toujours dans une démarche d'innovation sociale, voilà, et essayer de montrer à quel point ce projet s'inscrit là-dedans, et avoir un plan de communication et une stratégie de valorisation. Et si on devait appuyer sur quelques-uns de ces critères, on accorde, c'est vrai, de l'importance notamment au caractère pérenne des projets, puisque tout comme sur Animera 1, l'idée c'est que les structures qui s'emparent de l'appel à projet soient capables par la suite de faire perdurer, non pas le projet en tant que tel peut-être, mais au moins les livrables qui en découlent, au moins les mises en réseau qui en découlent, les dynamiques qu'on a pu trouver dans le cadre du projet, que le projet ne s'arrête pas net. Dans la même veine, la partie valorisation et transférabilité des projets est importante, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'un plan de communication, un plan de mise en relation entre les différents acteurs permet de valoriser ce que vous avez travaillé dans votre projet. Et transférabilité, c'est pareil, ça a été la même chose sur tous nos appels à projets, c'est-à-dire et ça va avec aussi le fait que les livrables ne doivent pas être payants, qu'il n'y a pas de recettes, c'est que tout ce qui est fait dans le cadre de ce projet doit permettre d'aider aussi d'autres structures, des collectivités, peu importe, on verra dans le cadre du projet, mais à reproduire les bonnes réussites et les bons comportements. Et enfin, évidemment, la partie très importante, c'est de bien décrire et de bien coller aux 2 objectifs du PSN, au moins, minimum, que vous aurez choisi, puisque cet appel à projet s'inscrit quand même dans le cadre du PSN, donc c'est un critère assez fondamental. Vous avez dû le voir sur le site ou sur les documents que vous avez téléchargés, mais donc la candidature se fait sur le site Démarche simplifiée, tout comme on avait fait pour le premier appel à projet. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un site de l'État qui permet assez facilement de déposer des formulaires et de déposer des dossiers avec un peu moins de paperasse ou de difficulté que si on faisait ça en direct. Donc, sur le site Démarche simplifiée, sur la slide suivante, j'ai mis quelques screens. Voilà, sur le site Démarche simplifiée, vous devrez remplir plusieurs catégories, plusieurs critères formulaires. Donc déjà, la présentation de la structure chef de file. Donc, comme je l'ai dit juste avant, la structure chef de file, c'est la seule structure avec laquelle on échange administrativement parlant.
Donc, toutes les informations devront être remplies sur le dépôt de votre candidature. On attendra à la suite de la structure chef de file de également indiquer la personne en charge du projet, donc l'identité du chef de projet et l'identité du représentant légal aussi de la structure si ce n'est pas la même personne. Ensuite, un encart important également sur les partenaires. On est sur des projets qui sont un projet partenarial. Donc, l'importance d'avoir des partenaires qui correspondent à la nature du projet et qui correspondent aux besoins qu'on a exprimés tout le long de ce webinaire. Donc là également, identité des structures, tableau détaillant les actions par partenaire. On veut que dès le dépôt de la candidature, on sache quel partenaire mènera quelle action au sein du projet. On parlera ensuite de la gouvernance également, mais plutôt dans la seconde partie. Une fois que les projets seront lauréats, on aura besoin aussi d'avoir une visibilité plus importante sur la gouvernance du projet entre les différentes structures. Et une convention de partenariat signée par tous les partenaires du projet, qui est également assez importante pour nous dès la phase de sélection des projets. Et enfin, la description évidemment du projet qui sera la base sur laquelle le jury se fondera pour retenir les lauréats. Donc, je vais vous faire je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans, mais globalement, on est sur un document en 5 parties. Donc, on attendra de vous un document de 8 pages maximum. Vous pouvez faire moins ou 8, mais 8 pages maximum, plus 2 annexes, 2 pages d'annexes, donc 2 annexes de 1 page chacune, avec une introduction qui permet de définir le périmètre d'action du projet, la problématique qui est liée à votre projet et au monde donc, ruraux et agricoles et répond aux conditions que nous avons citées juste avant, et une description un peu succincte du projet pour rentrer un peu dans le sujet. Ensuite, une première partie qui permettra pour nous de justifier l'éligibilité du projet au regard des critères définis. Donc là, on est sur déjà les 5 premiers critères qui permettent de rendre éligible le projet, avec l'étude du PSN, etc. Une deuxième partie qui présentera les 3 grands axes. Donc là, on est vraiment sur la partie opérationnelle avec les actions mises en place dans le cadre du projet, les objectifs visés, la méthodologie employée qui va être importante aussi, qui se rapproche un petit peu déjà des questions de gouvernance, mais la méthodologie employée, les livrables obligatoires et facultatifs que vous aurez retenus dans le cadre de votre projet. Une troisième partie sur le calendrier prévisionnel. Donc on est sur un projet qui peut aller jusqu'à 34 mois, donc un peu moins de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à fin décembre 2028. Il faudra qu'on ait un calendrier prévisionnel, bien sûr, puisqu'on sait que les choses peuvent bouger, mais prévisionnel qui nous permet, nous aussi, de nous projeter sur cette durée-là. Et une dernière partie sur le budget prévisionnel, qui ressemblera peu ou prou à ce qu'on vous a montré juste avant, avec un tableau assez simple détaillant le budget dont vous aurez besoin pour réaliser ce projet, et qui nous permettra aussi de sélectionner les lauréats. À la suite du dépôt de cette candidature, on aura un jury qui se réunit et qui, sur la base de ces éléments-là et de tous les critères qu'on a cités, va choisir des lauréats, jusqu'à 20 projets lauréats pour les 3 années à venir. Et c'est suite à ce choix, à cette délibération du jury, qu'on vous donnera accès, donc les projets lauréats, à la plateforme Safran, qui sera la plateforme sur laquelle on pourra à la fois instruire et payer vos dossiers. Donc cette plateforme-là, quand vous y aurez accès, il faudra re-rentrer les éléments que vous avez déjà mis dans démarche simplifiée, donc, mais cette fois-ci encodés dans l'outil, et rentrer également des éléments complémentaires. Donc là, vous devrez justifier des dépenses que vous avez proposées dans votre estimation budgétaire de manière plus précise dans un tableau de financement, avec par exemple des devis, des fiches de paye, etc., etc. Et vous devrez aussi justifier de la gouvernance de votre projet et d'éléments un peu plus structurants. Voilà pour la partie candidature. Et sur la partie calendrier, qui est la dernière partie, j'en ai parlé très rapidement, mais donc aujourd'hui on est le 15 janvier. On a une candidature, on peut candidater jusqu'au 15 février. Et le 15 février, ensuite, on réunit le jury avec une annonce des lauréats début mars et un début des projets début mars au moment de l'annonce des lauréats. 15 février. Minuit. Oui, 15 février inclus. 15 février inclus, parce que c'est sûr qu'on aura des questions à ce niveau-là, donc 15 février inclus. Voilà pour la présentation de la fin de la première projet. Donc, on a déroulé l'ensemble des éléments que vous aviez déjà pu avoir dans les fiches et notes relatifs à l'appel à projet.
on va démarrer un temps de questions-réponses. Donc, il y a un certain nombre de questions qui ont pu être posées dans le chat. Donc, à ma gauche, Marjorie et Violette ont pu les compiler et donc vont essayer de faire une première session de réponses. On va essayer de répondre au maximum de questions. Si la vôtre est oubliée ou autre, pas d'inquiétude. On fera un question-réponse à l'issue du webinaire et puis vous avez toujours une adresse mail qui est disponible sur laquelle vous pourrez également nous poser des questions si besoin. Mais donc, si vous êtes prête, on va pouvoir démarrer et je vous laisse le micro pour la série de questions-réponses. Ok, donc je vais commencer en essayant de les regrouper. Après, en fait, Violette nous indiquera si j'en ai oublié et puis on refera un deuxième round. Donc déjà, merci à la personne qui a partagé en fait le lien pour trouver les informations sur les projets sélectionnés et lauréats sur Animera 1, parce qu'en fait, il y avait un certain nombre de questions là-dessus. Donc, j'ai vu qu'il y a un certain Frédéric, je pense, qui a envoyé le lien. Donc, ça, vous allez, merci Frédéric, vous allez pouvoir en tout cas avoir les informations que vous recherchiez sur les projets qu'on avait aidés pour Animera 1. Donc, il y avait aussi pas mal de questions autour finalement de quelle était notre appréciation sur les critères d'éligibilité, les critères de sélection par rapport à la taille des projets, notamment. Il y a un grand projet, pas pour projet. En fait, finalement, tout est déjà dans ce qui vous a été communiqué. C'est-à-dire que nous, on n'a pas non plus d'a priori en fait sur les projets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous remplissez les conditions d'éligibilité, en fait, finalement, c'est le jury qui sélectionnera en fonction du nombre en fait, et de la qualité des projets déposés. On avait aussi des questions sur l'échelle territoriale. Donc, c'est vrai que nous, on est un réseau national. Donc, on va plutôt aider en fait des projets qui sont soit à l'échelle nationale, soit à une échelle interrégionale. Il y avait un exemple en fait de deux anciennes régions administratives françaises. Après, quelque part, vous pouvez toujours déposer, hein, vous remplissez quelque part les conditions d'éligibilité. Après, c'est le jury qui va juger, mais a priori, je pense que l'idée, c'était d'avoir quelque part des projets à une échelle un peu plus structurée que ça. Mais enfin bon. On avait aussi des questions en fait sur l'éligibilité des dépenses au niveau des PTOM. Donc là également, en fait, on est sur un projet qui est financé par de l'assistance technique du FEADER, donc avec une demande d'une dimension européenne. On est plutôt sur des dépenses en fait qui sont des dépenses en fait finalement des opérateurs en fait qui sont bénéficiaires potentiels du FEADER, ce qui n'est pas le cas des PTOM. Pour autant, en fait, quelque part, c'est pas ce qui va empêcher le projet, en fait, peut-être d'être sélectionné. Et de toute façon, en fait, après la phase du jury, il y aura aussi une phase de recommandation. Et donc là, on reprendra contact avec tous les bénéficiaires potentiels pour essayer d'ajuster le projet par rapport aux recommandations du jury. Donc j'ai envie de dire que, évidemment, si en fait la participation du PTOM a un sens par rapport au projet que vous voulez développer et que ce n'est pas uniquement un projet en fait avec des bénéficiaires PTOM, en fait, je pense que allez-y déposer. On a eu aussi des questions sur la qualité du partenariat. Alors, avec des structures, nous, on n'a pas finalement de critères d'éligibilité là-dessus. En fait, la qualité du partenariat, ce sera aussi un élément qui sera examiné par le jury. Plus vous avez un partenariat qui correspond au projet, qui est peut-être innovant, qui associe bien le monde rural, le monde agricole et on ne l'a peut-être pas dit, mais là, évidemment, les dossiers s'intéressant à la problématique de la forêt rentrent tout à fait en fait, dans le champ de cet appel à projet, plus vous avez des chances d'être sélectionné. Il y avait aussi le problème particulier en fait, des collectivités et du calendrier des élections des collectivités, avec la difficulté peut-être pour elles en fait, de s'engager à ce stade et notamment de signer les conventions de partenariat. Donc la convention de partenariat, c'est un élément en fait qui vous est demandé pour le dépôt des dossiers sur démarche simplifiée. Après, il faudra
juste peut-être voir comment on peut gérer cette question, mais voilà, on est aussi, nous, dans ce… voilà, on peut pas se substituer aux collectivités sur ce point. La convention de partenariat, le modèle est sur des marches simplifiées, donc vous pouvez voir à peu près comment ça fonctionne. C'est un élément en fait qu'il faut déposer avant le 15 février minuit. Donc sur la notion du 15 février minuit, j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il peut toujours avoir des problèmes, soit d'outils, soit voilà, au dernier moment, et que sur un précédent appel à projet, on avait quand même des dossiers qui avaient été déposés à 3 h du matin le lendemain de la date d'échéance, et malheureusement, ils ont été considérés comme inéligibles. Donc, je me permets de vous alerter sur ce point. Donc, on avait aussi pas mal de questions sur la notion de dépenses et sur la notion de 20% en fait de l'autofinancement ou de la contribution privée, et également par rapport à ça, finalement aussi aux frais, en fait, aux charges de personnel qui sont déjà prises en compte par un budget public. Donc, comme vous l'avez expliqué, en fait, ces dépenses de personnel avec des agents publics, elles ne peuvent pas en fait figurer comme en fait des dépenses dans le cadre de cet appel à projet. Donc, nous, il y a un certain nombre de règles comme celle-ci, mais également sur l'inéligibilité de la TVA, sur la non prise en compte de recettes dans le projet. En fait, ce sont des choses qui nous permettent de simplifier la gestion administrative. Donc, je profite pour vous dire que en fait, notre partenaire pour la mise en paiement et la gestion des conventions, ça sera l'AFP, donc qui était déjà notre partenaire et notre opérateur pour Animera 1. Donc, sur la TVA, l'inéligibilité, sur les dépenses sur devis, on avait des questions. Alors, à partir du moment où on vous demande aussi de l'expérimentation, etc., il est sûr qu'on peut avoir des factures. Alors, je ne sais pas, l'idée, c'était une machinerie agricole. Ou, voilà, donc, en fait, il faut que la facture, elle soit en lien avec le projet. Donc, mais il y a bien la possibilité de prendre en compte des factures dans les dépenses. Donc, sur les agents publics, donc on ne peut pas les prendre en compte en tant que dépenses. Après, elles peuvent quelque part alimenter la part d'autofinancement en fait du bénéficiaire, puisque en fait, dans ce cas-là, en fait, vous devez notre appel à projet, on est sur 80% d'aide publique, donc vous devez apporter 20% soit par des contributions privées, soit par de l'autofinancement. Donc dans ce cas-là, on peut en fait considérer que ça sera pris en charge au niveau de l'autofinancement, mais il ne peut pas y avoir d'autres subventions publiques dédiées au projet. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, il y avait aussi des questions sur le rôle du chef de file. Ça a peut-être été expliqué après que la question a été posée. Donc, le chef de file, c'est le seul interlocuteur, en fait, au niveau de la gestion du dossier. Donc, c'est bien lui, en fait, qui rassemble les preuves, quelque part, de dépenses. Et c'est lui qui va redistribuer l'argent, en fait, aux différents partenaires. Donc, on avait ça sur la redistribution. Je pense que j'avais aussi quelque chose. Donc, sur en fait l'appel à projet lui-même, donc le jury, il est composé en fait de représentants des 3 copilotes du réseau national agriculture et ruralité, donc à la fois le ministère de l'Agriculture, l'ANCT et Région de France. Donc l'appel à projet, il n'a pas vocation à être annuel. C'est une des questions qui étaient posées. Donc, on a eu un Animera 1, on a un Animera 2. Donc voilà, on n'est pas sur, il n'y aura pas forcément un Animera l'année prochaine. Voilà. Donc moi j'avais ça comme question. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y avait pas mal de questions sur le manque d'acompte au démarrage du projet aussi. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'avance sur le projet, donc c'est un projet qui est phasé en fait sur 34 mois au maximum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'obligation en fait de faire un projet sur 34 mois, mais en fait il n'y a pas d'avance, donc ça veut dire qu'il y aura des paiements après chaque phase. Les durées des phases, en fait, nous, on n'a pas quelque part d'idée préconçue, en fait, hein, c'est dans le document récapitulatif sur votre candidature que vous allez nous expliquer quel va être le phasage. Mais il n'y a pas de durée minimum pour chaque phase.
Il y avait des nouvelles questions sur les partenariats, si ça pouvait être des acteurs locaux ou aussi européens. Alors, sur le partenariat, donc, parce qu'on est aussi financé par l'assistance technique du FEADER, donc nous, on privilégie la dimension européenne. Donc oui, il peut y avoir des partenaires au niveau européen. Il y a des questions sur les recommandations, la place de ces recommandations par rapport à la liberté de construction du projet. Alors, les recommandations, en fait, on va dire que ce sont des recommandations bienveillantes d'experts, hein. Donc, c'est aussi, nous, sur le Animera, on avait notamment eu des recommandations sur le fait de diversifier un petit peu les partenaires et en fait, aller chercher du soutien ou des compétences chez d'autres partenaires. Donc, on avait pu aussi mettre en contact les bénéficiaires avec ces partenaires. Nous, en fait, Animera 2 comme Animera 1, c'est aussi quelque chose qui nourrit en fait beaucoup la vie de notre réseau national agriculture et ruralité. Donc, c'est pour ça que nous, généralement, on vous invite à nos événements. On essaie aussi, nous, de suivre parce que ça nous permet aussi de nourrir toute l'activité du réseau. Il avait été aussi demandé qui faisait partie du jury. Oui, alors sur le jury, en fait, c'est les représentants des 3 copilotes. Donc, on a le ministère de l'Agriculture, la NCT et Région de France. Voilà. Sur la définition des enjeux, donc une intervenante nous disait que les enjeux agricoles étaient bien définis dans le PSL, effectivement. Et qu'en est-il des enjeux ruraux? Je pense qu'on peut aussi vous inviter à lire le PSL sur notamment les derniers objectifs GHI du PSN, qui redécrivent un petit peu aussi les grands objectifs, les grands enjeux pour la ruralité. Également une question de savoir si la forêt doit être considérée dans l'agricole ou dans le rural. Je pense qu'on peut se dire qu'on est plutôt sur, ça dépend comment vous la traitez, mais on est plutôt probablement sur le domaine, on va dire, agricole au sens large, le contrôle de mes collègues, oui, au sens production, environnement, etc. Ouais. Environnement, Donc, vous devriez trouver dans le PSN voilà. les objectifs qui vous permettent de déposer votre projet. Il y avait aussi sur la candidature beaucoup de questions qui sont venues sur les 3 devis nécessaires et qui demandaient comment ça se passait parce qu'avec le délai de candidature qui était court. Non, c'est pas pour la candidature. En fait, ça va être pour quand vous allez déposer. Parce qu'en fait, on est sur 2 phases. Donc, il y a la phase, en fait, à ce stade, sur démarche simplifiée. Et après, en fait, pour les lauréats, il y aura le dépôt, en fait, sur un outil qui est développé par l'ASP qui s'appelle Safran, donc avec un téléportail. Et à ce moment-là, en fait, l'organisme payeur va vérifier, en fait, le caractère raisonnable des coûts. Et pour vérifier le caractère raisonnable des coûts, en fait, il va vous demander en fait de quelque part de justifier vos coûts avec la possibilité pour vous soit d'avoir d'anciennes factures, soit d'avoir des devis selon en fait le niveau de dépense. Après, moi, j'attire simplement votre attention sur le fait que en fait nous on va après le jury vous attribuer une aide avec un montant, mais le montant ne pourra pas être dépassé. C'est-à-dire que si vous allez mal calibrer vos dépenses, malheureusement, en fait, on ne va pas pouvoir rehausser le niveau de la subvention. Donc, c'est pour ça que même à ce stade-là, si vous pouvez, en fait, avec des devis quelque part bien calibrer vos dépenses, c'est quelque chose qui vous est aussi profitable. Alors, les questions qui reviennent, déjà en partie répondu sur les dépenses d'investissement de travaux sont-elles éligibles? Et on avait également une question sur savoir si les frais de déplacement des membres du réseau seraient à prendre en compte dans le budget du projet. Donc évidemment, la réponse est non. Nous nous prenons nous-mêmes en charge, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Et sur l'investissement, il me semble que c'était répondu et qu'on est sur, oui, une réponse positive. On avait une question sur la mer, sur le maritime, en lien avec les GALPA, de savoir si le milieu maritime fonctionne également. Donc là, sous le contrôle collectif, on est un petit peu plus hors champ, puisque le PSN ne traite pas en tant que tel de ce secteur-là, qui est traité par un autre politique. D'un autre côté, en fait, il faut savoir, les GALPA, en fait, finalement, on les associe pourquoi? On les associe pour le développement de la zone rurale concernée.
On les associe pas finalement pour le développement de la pêche. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi, il n'y a pas de, c'est un petit peu comment la candidature est présentée en fait par rapport aux objectifs de l'appel à projet en fait. D'autres questions qui arrivent sur le temps de paiement. Une fois qu'une demande de paiement est déposée, en combien de temps est-ce qu'on peut espérer obtenir un paiement? Alors, je ne sais pas si l'ASP, Gabriel et Daphné sont présents, sinon Ils ont le micro coupé, ils ont malheureusement. le micro Je coupé. vais essayer de voir pour ouvrir son micro. Et s'ils peuvent peut-être répondre Dans dans le le chat. chat, ouais. Voilà. Et il y avait une question aussi juste avant sur les frais de personnel des partenaires qui sont dans des ETP chez les partenaires qui sont effectivement des frais personnels du projet au global, hein. Il n'y a pas que les frais personnels de la structure chef de file qui sont pris en compte. C'est tous les partenaires. Oui. On avait une question qui revient sur le nombre de projets maximum qu'on pourrait sélectionner. C'est 20, C'est c'est marqué. 20, voilà, exactement. 20 projets au maximum qui pourront être sélectionnés. Vous avez dans l'appel à projet le minimum et l'enveloppe maximum par projet. Donc, je pense que vous pouvez trouver une réponse à votre question. Alors, dans les autres questions, Peut-on faire financer un postdoc pour CDD dans un institut de recherche publique? S'il est déjà financé par ailleurs par l'institut de recherche publique, alors non, on ne peut pas le faire financer par le projet. Mais par contre, si en fait on le recrute pour le projet et qu'il n'avait pas, voilà, qu'il n'y a pas d'autres financements publics, oui. Oui, c'est s'il est déjà payé par ailleurs. Oui, il faut qu'il soit recruté pour le projet. En fait. donc l'enveloppe globale d'Animera 2, je pense qu'on vient d'y répondre. Est-il possible de garder une enveloppe pour financer des projets qui vont arriver à mesure du développement du projet? Et également, il y avait une question sur le fait de pouvoir rajouter des partenaires au fur et à mesure du projet. Alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est que on va en fait attribuer une aide et dans ce cas-là, en fait, c'est par le jury qui attribue l'aide. Donc, on ne peut pas aller au-delà de l'aide attribuée par le jury. Après, il y a toujours la possibilité, quelquefois, de faire des avenants. Mais ça, il faut qu'on voit, faut qu'on expertise de faire des avenants pour rajouter des partenaires au cours de la vie du projet. Il y avait une question aussi sur existe-t-il un espace pour la recherche de partenaires? Alors ça, c'est le dernier point. Alors, on avait des questions, on va y venir ensuite sur un espace pour trouver des partenaires. On a prévu un pourtant ensuite à ce sujet-là. Je te laisse d'abord relever. Non, c'est juste qu'on vient de dire. Ah, pardon, désolé, j'étais déconcentrée. Pardon. Je pense que... Et à noter aussi par rapport à toutes ces questions qu'on va monter une foire aux questions en reprenant un peu, en regroupant ce que vous avez dit là sur le site qui sera en ligne très bientôt. Et donc, vous pourrez aller chercher les réponses aux questions directement en ligne. Est-ce qu'on fait un dernier balayage? Ouais, sur le délai des paiements, je pense que Gabriel a répondu. Donc oui, si on l'a relu peut-être pour tout le monde. Donc s'agissant des paiements d'une manière générale, la règle est un paiement intervenant dans les 3 mois maximum suivant la demande, si cette demande est complète, évidemment. Et le délai peut donc être inférieur, mais aussi supérieur en cas d'échange entre l'ASP et vous au sujet de pièces manquantes. Mais donc, à retenir, on est environ sur 3 mois pour un dossier complet. Nombre de jours nécessaires à passer avec le réseau ERNA. Donc déjà, sachez que nous sommes particulièrement sympathiques et donc pas d'inquiétude à ce sujet. En tout cas, il n'y a pas de nombre de jours maximum de fixer. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir que ce projet soit aussi l'occasion d'avoir une collaboration qui soit intéressante. Ce qui signifie globalement qu'on soit invité aux événements mis en relation avec des partenaires, qu'on puisse assister à des copiles, mais des copiles assez espacées. Enfin voilà, c'est qu'on soit juste présent un petit peu de temps en temps sur les phases de gouvernance du projet, plutôt d'ailleurs en membre observateur que directement participant actif. Il y avait une question sur les subventions publiques. Est-ce que le CASDAR est considéré comme une subvention publique? Oui.
Donc, en plus, nous, on est sur des projets en fait, qui peuvent aussi souvent être financés par le CASDA, où il y a un contrôle en fait, hein, qui est fait en double financement en fait, avec le CASDA. Et la CATFB. C'est taxe foncière, on a dit. Enfin, ouais, mais en fait, par contre, ça, je ne sais pas comment il fonctionne pour en fait, subventionner Ouais, des faut qu'on projets. Le regarde ça. CASDA, je connais un peu, mais ça, je ne connais pas trop. Le Notons la mode de question. financement, ouais. Voilà, ça sera par là-dessus. Alors après, on a toute une série de questions, hein, sur des projets, sur des produits de venaison, sur, je vais en repasser un autre, voilà, toute une série de questions. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de vous référer au PSN, hein, qui retrace la stratégie et donc de voir si vous pouvez vous inscrire dedans. Globalement, ça reste assez large. Voilà, donc on ne va pas répondre au cas par cas. Si vraiment ça vous tourne les pieds, n'hésitez pas à nous renvoyer un message. Mais a priori, beaucoup de choses sont possibles à condition qu'elles s'inscrivent bien dans les objectifs décrits dans le PSN. Et aussi à condition qu'ils respectent les 6 critères d'éligibilité mentionnés Tout à en fait. début de présentation. Effectivement. Est-ce qu'il reste des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Il y a toute une série de questions sur le lien qui reviennent à échéance régulière, sur le lien de la plateforme des marches simplifiées, etc. Donc ça, on va pouvoir peut-être le remettre dans le chat et vous le retrouverez bien sûr sur les documents de l'appel à projet, et donc notamment sur notre site internet. Vous avez l'ensemble des informations. Juste, il y a une question sur les 20% d'autofinancement et le déclenchement des frais professionnels et des dépenses de personnel, les deux dépenses forfaitisées. Les deux dépenses forfaitisées sont à partir en fait des dépenses de personnel présentées dans le cadre de l'appel à projet. C'est-à-dire que si votre dépense de personnel, en fait, quelque part, n'est pas prise en compte parce qu'en fait, il s'agit d'agents publics et donc ils ne peuvent pas être considérés comme une dépense par le projet, ils ne vont pas générer en fait les 15% deux fois. Et sur le fait qu'il soit nécessaire d'avoir des partenaires locaux dès le début du projet, dès le dépôt du projet, pardon, oui, en effet, on exige une convention de partenariat signée par tous les partenaires dès la phase de dépôt du projet, donc d'ici au 15 février. Tous les partenaires doivent être identifiés et avoir signé cette convention pour le dépôt du projet, effectivement. J'ai répondu à ça ou pas? Est-ce qu'une personne qui est salariée d'une structure et prestataire d'une autre pourra bien avoir son salaire et sa prestation prise en compte? Oula. Alors, attendez, on relit la question. Est-ce qu'une personne qui est salariée d'une structure et prestataire d'une autre pourra bien avoir son salaire et sa prestation prise en compte? Ben, normalement, non, en fait. C'est-à-dire que si quelque part, si votre salarié, il est présenté, en fait, au niveau des dépenses de personnel, il ne va pas être pris en compte au niveau des devis. Parce Oui, qu'une c'est prestation, c'est sur devis. ce sera l'un ou l'autre. Soit il est Ouais. prestataire personnel, soit il est Ouais. sur devis, mais il Ouais. peut être à la fois prestataire et salarié d'une structure partenaire. Je pense pas. Alors, est-ce que on va peut-être rebalayer encore quelques questions qui arrivent. Compatible avec un GI2E? Je pense que c'est comme le Gazar, j'ai lu. Bah oui. Ouais. En fait, ça dépend, en fait, finalement, votre projet, est-ce qu'il a enfin, est-ce qu'il y a des subventions publiques déjà sur votre projet ou c'est quelque part un GI2E qui s'organise pour porter un projet dans le cadre d'Animera et en tant que partenaire d'un projet Animera? En fait, la question, c'est finalement pour l'action qui sera financée dans le cadre d'Animera, est-ce qu'il y a déjà des financements publics ou pas? S'il y a déjà des financements publics, c'est pas possible. S'il n'y en a pas, c'est possible. Alors, l'approche interrégionale peut-elle se traduire dans la phase valorisation et interaction avec des acteurs d'autres régions? Ou se traduit-elle obligatoirement par des partenaires de différentes régions? Ben, en fait, quand on dit interaction avec les acteurs d'autres régions, ça veut dire que c'est une interaction qui ne donnerait pas lieu à dépenses. Il faut que la phase vraiment concrète de réalisation du projet soit interrégionale. Si Oui. la question c'est est-ce qu'une fois que j'ai avancé mon projet, mon plan de communication et de valorisation s'adresse à d'autres régions, alors à ce moment-là, on ne sera pas sur une échelle interrégionale ou nationale. Ouais, Il c'est faut ça. vraiment que les partenaires construisent ensemble un projet sur une échelle interrégionale dès le début de la réalisation du projet. Donc la réponse à la question serait plutôt non sous cet angle-là.
Alors, on va peut-être prendre les dernières questions. Est-ce que les personnes mises à disposition sont comptabilisées comme des salariés ou comme des prestataires? Et qui paye le salaire? Voilà, Après, c'est ce serait toujours la bien. même. Ouais. Oui, après, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il faut voir finalement qui paye les salaires, etc. Quand on dit mise à disposition, est-ce que c'est remboursé, non remboursé? Enfin, après, on a plein de. Voilà, c'est difficile de répondre de façon générale. Je pense que celle-là, on y a déjà répondu. À chaque fois que nous mobilisons des fonds européens dans nos projets, lorsque les salaires des gens publics sont intégrés dans les 20% de financement, cela déclenche aussi les 15% de frais professionnels. Effectivement, ce n'est pas le cas pour Animera 2. Modèle de convention de partenariat, oui, vous la trouvez sur le site internet, hein, dans l'ensemble Oui. documentaire pour répondre à l'appel à Sur projet. démarche simplifiée, tous les documents qui doivent être remplis obligatoirement, il y a des modèles sur démarche simplifiée qui sont téléchargeables, excepté le document de 8 pages plus 2 annexes qui a un contenu, enfin un remplissage libre de votre part, puisque c'est la présentation de votre projet en 5 parties qui sont de votre ressort. Or, alors avec 2 pouces, donc on est sur une question extrêmement plébiscitée, une structure chef de file d'un projet lauréat peut-elle être partenaire d'autres projets lauréats d'Animera 2? Or, chef de file, une même structure peut-elle être partenaire de plusieurs projets lauréats? On avait ce cas sur Ouais. l'appel à projet Animera 1 et ça existait, donc oui, a priori, c'est possible. Alors, Ouais. pas 2 fois chef de file, mais Oui. chef de file et partenaire. Et pas pour les mêmes, évidemment, Oui. actions. Ouais. Et ça va entraîner en fait un contrôle quelque part renforcé des temps de travail et des dépenses, puisqu'en fait on devra s'assurer qu'on ne paye pas en fait 2 fois les mêmes salariés. Ouais. Alors, jusqu'où le projet doit-il être reproductible? Pourriez-vous préciser? Y a-t-il besoin d'avoir in fine un modèle applicable ailleurs? En fait, l'idée, c'est finalement que ces projets Animera, ils puissent aussi servir à d'autres. Donc ça, c'est l'idée de reproductibilité. Après, en fait, sur la forme elle-même, il n'y a pas une prescription stricte, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Sur la question, un projet qui a des partenaires internationaux est-il hors sujet? Non, pas du tout. Si ces partenaires internationaux sont au sein de l'Union européenne et qui répondent aussi aux objectifs qui sont fixés par l'appel à projet et par le PSN, c'est même plutôt intéressant d'avoir des partenaires qui sont issus d'autres États membres de l'Union européenne pour étendre le projet à une échelle un peu plus globale et partager des bonnes expériences qui peuvent être réalisées ailleurs. Parfait. Donc ça, on a déjà répondu à la question, mais quand il y a 2 pouces, je la repose. Y a-t-il une limite pour stage du projet des investissements matériels éligibles? Après, il faut que votre projet, il réponde à l'esprit de l'appel à projet. Oui, pardon, sur la partie nationale. Et donc, la question, c'est vous voulez aller jusqu'où? Enfin, voilà, Oui. quoi. C'est que, à la fois, on peut comprendre qu'il y ait des investissements, en fait, pour servir les 3 phases, et notamment la phase un petit peu plus pratique, en fait, demandée. Après, c'est pas la subvention. c'est pas de la subvention à l'investissement. Voilà. La dimension interrégionale peut-elle se faire au sein d'une même association qui agit sur plusieurs régions? Oui, tout à fait. Une association qui est une association nationale est tout à fait éligible et remplit le critère. Et oui, il y avait la question aussi sur les résultats mesurables ou la place Ouais. pour la transformation plus qualitative et profonde. Oui, enfin, nous, on fait une analyse qui est très qualitative aussi des projets au vu et au regard de l'esprit de l'appel à projet, justement, qui parfois n'engage pas forcément de résultats facilement mesurables. Donc oui. Question qui revient sur l'éligibilité des parcs naturels régionaux. Bon, très bien, donc tout à fait, dans le respect des règles qu'on a indiquées plus tôt, tout à fait. Encore prendre 2 questions et puis on va basculer sur les partenariats. Alors, 3 questions. Les indemnités journalières d'administrateurs bénévoles agriculteurs sont-elles éligibles? C'est pas des fiches de salaire, en fait, c'est des. Ce n'est pas commencé par moyen, Ouais, en fait, ouais. je crois qu'on n'en avait pas eu sur Non, on Animera n'en avait 1. pas. Ouais. On va essayer de répondre dans la fac et puis sinon, voilà, vous pouvez revenir vers nous. Dans quelle mesure un projet peut-il être déjà existant pour un projet expérimental qui a déjà eu une première phase d'expérimentation mais qui appelle à s'approfondir et à se développer
par de nouveaux éléments. Tout dépend le projet que vous présentez. Et encore une fois, s'il est déjà existant et que c'est reproduire l'existant, on ne sera pas forcément dans le champ de l'appel à projet. Après, tout dépend, voilà, comment vous présentez votre projet. Oui, sur l'appel à projet Animera 1, on avait des projets qui, même s'ils étaient dans la continuité de choses qui avaient déjà pu être menées par ailleurs dans le cadre d'autres appels à projet, avaient quand même ramené une autre dimension d'innovation et qui avaient ramené des choses qui étaient liées aussi à nos conditions d'appel à projet. Donc, c'est là aussi où on met le curseur entre l'existant et comment est-ce qu'on le fait évoluer et progresser pour répondre à l'appel à projet. Ouais, qui sera évalué par le jury, l'opportunité. Mais par principe, c'est pas non par principe ni oui par principe en fait. Voilà. Et pour la manière dont c'est présenté. Les partenaires européens sont finançables par le projet. Nous avons compris que leur association était encouragée. Tout à fait. Mais sont-ils finançables? Oui, alors après, il faut qu'il y ait aussi une organisation de gestion avec l'ASP, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient un SIRET, etc. Ouais. Il faut qu'on puisse, en fait, voilà, qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité prévues, quoi. Mais c'est vrai qu'on avait une université. Oui, on avait déjà financé des partenaires grecs. Enfin, oui, ça existe. Comment la subvention est reversée du chef de file vers ses partenaires, prestation de services ou mise à disposition de personnel, ou peu importe? Moi, je vous engage à favoriser quand même la traçabilité des fonds. C'est-à-dire que c'est plus facile, en fait, quand vous retransférez des fonds. Après, sur les mises à disposition, il faudrait voir le montage que. Bon, cette question-là, il faut qu'on voit aussi avec l'ASP. C'est pas forcément clair pour moi comment ça serait monté administrativement. Mais ce qui me semble important, en fait, c'est d'essayer de simplifier le plus possible le circuit de gestion pour pouvoir en fait favoriser la traçabilité facile en fait des fonds et des dépenses. Peut-être une dernière question. Une association nationale non employeuse avec du personnel 100% mis à disposition et refacturé. Cela peut-il être pris en compte comme frais de personnel? On expertise et peut-être revenir vers nous pour repréciser. Oui, parce que ça veut dire, le problème, c'est que savoir qui supporte, c'est toujours la traçabilité, en fait, c'est qui supporte la dépense et où va la subvention. Et ça, il faut que ce soit quelque part limpide, quoi. C'est-à-dire que si vous ne supportez pas vous-même la dépense, ça me semble difficile de. Enfin, voilà, il faut regarder, mais ça me semble un peu compliqué. Les événements attendus pendant le projet à mi-parcours en fin de projet sont-ils nécessairement en présentiel, notamment pour les projets de Rome, donc pour qualifier les frais pro et dépenses sur devis? Donc, non. À vous de voir comment vous organisez. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Dans l'appréciation par le jury du projet, sont quand même valorisés les événements de mise en réseau en présentiel. Mais en fait, il y a toujours, alors, en fait, il y a toujours quelque part une attention particulière à porter au projet qui associe les DROM, en fait, pour ces questions aussi d'éloignement, par définition. Donc, voilà. Donc, l'ensemble, s'il n'y a pas d'obligation, ça jouera dans la fonction du projet, mais avec une attention particulière au DROM. Oui, voilà, c'est ça. Si on fait en fait une réunion ou un événement, plusieurs événements avec les DROM, si en fait on exige en présentiel, il faut assumer le prix des billets d'avion et voilà. Donc bon, c'est pas, voilà, nous sommes ouverts. Alors, je pense que nous arrivons au bout des questions. Si vous en reste, n'hésitez pas à les reposer dans le chat. On va, nous, les compiler et on y répondra autant que possible dans une fac par la suite. Et je vais laisser la parole à Léane pour faire un point sur les partenariats. Exactement. Alors, dans votre mail de confirmation d'inscription au webinaire, on a partagé un lien, donc un formulaire, pour vous accompagner, vous aider à la recherche de partenariats, donc, ou à l'ouverture de votre partenariat si vous en avez déjà un peu constitué.
On a eu avant ce webinaire 12 réponses, donc on s'est dit que c'était bien peut-être de présenter les structures qui étaient en recherche d'un partenariat ou en ouverture de partenariat en vous laissant leur contact. Bien sûr, ce formulaire est encore ouvert, donc si des personnes souhaiteraient encore le compléter, n'hésitez pas et on essaiera de mettre en relation l'ensemble des personnes cherchant des partenariats par la suite à l'intermédiaire de petites fiches, comme de petites cartes de présentation, comme c'est fait ici au sein du diaporama. En recherche de partenariat, on a l'association Leader France, dont les thèmes d'intérêt sont le développement rural, alimentation, service à la population, place de l'agriculteur dans les zones rurales. Et vous avez le contact donc mail de Camille Vallée. On a également l'École Vert, qui est un réseau associatif qui souhaite travailler sur le thème de la transition alimentaire, initiative territoriale, structuration de filières locales, production agricole et transition agroécologique, enfin toute une liste de thèmes jusqu'à économie circulaire, qui recherche des partenaires auprès des PAT, des GAL leaders, des groupes opérationnels du PEI Agri et des acteurs Acquis Innovation, chambres d'agriculture ou organisations professionnelles. Il y a le contact de Boris Marcel, également un contact mail. On a la FR-CUMA Occitanie, qui est donc la Fédération régionale des CUMA. Le thème d'intérêt, c'est bien sûr l'installation et la transmission, qui cherche des partenaires qui sont acteurs de ce thème-là, de préférence des acteurs régionaux et des acteurs locaux. Et c'est Julie Savarin qui nous a contactés. Ensuite, on a le Légumes de France, l'antenne Outre-mer. Donc, les thèmes d'intérêt, c'est la structuration de la filière mangue, particulièrement, qui cherche des partenaires agro-transformateurs d'envergure nationale, voire internationale. Et le contact, c'est Valérie Nicolas. Nous avons également eu un enseignant qui nous a contactés pour tous ces thèmes d'intérêt étaient le développement rural, sécurité, agroenvironnement et agrotourisme. Et voilà le contact mail donc, de cet enseignant qui recherche des acteurs de l'agrotourisme et de l'agro-environnement. Ensuite, on a la Rose de Béné, je ne sais pas si je le prononce bien, mais qui est une exploitation agricole. Les thèmes d'intérêt qui ont été inscrits dans le questionnaire sur la phytothérapie agricole, la culture monocotylédon et la culture maraîchère bio, qui recherche des acteurs financiers. Donc, c'est Armel Abaye. Et on a ensuite l'Université des Antilles qui souhaite monter un projet sur le thème d'apiculture, miel, propolis, cire, qui recherche des partenaires dans les laboratoires de recherche. On a le contact de Gérardo Sébriand Torréjon. Ensuite, on a Service de remplacement France, qui est une association de groupement d'employeurs à vocation de remplacement, qui souhaite travailler sur le thème du renouvellement des générations d'agriculteurs, l'attractivité du salarié agricole, le soutien de la résilience du secteur agricole et qui cherche des tout types d'acteurs, qui est assez ouvert et qui interpelle notamment les partenaires du projet Décloisonnons, Tressons et Retour à la Terre, qui a été lauréat de notre premier appel à projet. C'est Karim Cherfa-Molinier qui a laissé son contact. Et ensuite, on a les AVB, l'Association des vignerons bretons, qui souhaite travailler sur le développement de la filière viticole professionnelle en région Bretagne, qui recherche des institutions, associations, recherche, universités, donc une recherche assez large également. Et on a le contact de Yves Aubotret. Et enfin, la dernière page de partenariat, c'est EAPRO Développement Territorial France-Portugal, qui souhaite travailler sur le développement rural, coopération transnationale leader, recherche-développement en agronomie, PEI, France-Portugal, Espagne, qui cherche donc des GAL et des groupes opérationnels PEI. Nous avons le contact d'Étienne Angino, l'Agence des Pyrénées qui souhaite travailler sur le thème de la filière laine, filière valorisation viande, qui recherche des fédérations, coopérations, collectivités d'éleveurs, en fait toute la chaîne de valeur. Et on a le contact d'Hélène Capdevielle. Et le dernier, c'est la Chambre d'agriculture Pyrénées-Atlantiques qui nous a contactés donc, pour un projet sur le thème de mobilisation du bois, qui recherche des partenaires, gestionnaires forestiers, acheteurs. Et c'est monsieur Gérard Camdessus qui nous a laissé son adresse mail. Donc voilà pour les premières personnes qui nous ont répondu dans ce formulaire. N'hésitez pas à continuer à le compléter et on va partager les contacts et thèmes d'intérêt et types de partenaires recherchés ensuite à l'ensemble des personnes ayant répondu à ce formulaire.
Eh bien, merci beaucoup, Léane. Donc, on arrive au bout de notre présentation. Je vois qu'il y a encore des questions qui ont été posées. Pour la plupart, elles ont déjà été répondues tout au long de la présentation, il me semble. Donc, on va vous proposer de s'arrêter là. Vous vous êtes connectés en grand nombre, donc on a vraiment hâte de voir les projets qui vont nous être remontés. Donc voilà, on compte sur vous. Donc, pour récapituler, cette présentation a été enregistrée, donc vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des éléments qui ont pu être présentés, les questions qui ont pu être répondues ensuite sur le site internet, enfin un lien sur le site internet du réseau. De même, je vous invite à vous reconnecter sur ce site internet du réseau pour retrouver l'ensemble des détails de l'appel à projet. Également des liens pour accéder au plan stratégique national de la PAC, pour voir comment vous y inscrire. Par la suite, on va donc mettre à vos dispositions une FAQ qui reprendra les principales questions qui ont été posées. Vous pouvez également continuer à compléter le questionnaire en ligne et on essaiera autant que possible de pouvoir vous renvoyer, lorsqu'on voit des affinités entre partenaires, ou bien vous renvoyer aussi vers des acteurs, par exemple les réseaux régionaux. Et enfin, en cas de dernier, enfin, peut-être pas de dernier recours, mais si besoin, une question à être posée, vous avez également présent sur le site du RNAR l'adresse institutionnelle que vous pouvez contacter si vous reste des questions, voilà, vous n'avez pas trouvé réponse dans les différents documents et présentations qui vous ont été faites. Voilà, donc je pense que nous sommes arrivés au bout. Donc voilà, je vous remercie de vous être connectés et puis on attend vos projets et je vous souhaite à tous une bonne après-midi.